Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue dans ce webinaire 3 sur la RD. 3 parce qu'il y a eu un 1, il y a eu un 2. Le 1 c'était sur les RH, la formation, l'attractivité, la rentabilité. Le 2 c'était sur la mutualisation de l'effort de recherche, la création de synergies entre différents centres et laboratoires, ça quelque chose qui ressemblerait à un grand centre national. Et le 3 c'est sur les avantages comparatifs que le Maroc peut avoir en RD. Alors, effectivement, le champ de la recherche et développement est très vaste et ses intervenants multiples, publics, privés et académiques. Près de 0,8% de son PIB dédié à la RD, contre une moyenne de 2,3 pour les pays de l'OCDE. Le Maroc a donc doublé son budget en quelques années, mais reste en deçà du seuil requis pour avoir un secteur de la recherche de bonne facture. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire que le monde traverse encore, les États redoubleront d'efforts pour leur activité de recherche. Mais comme en économie, la thèse de l'avantage comparatif peut être avancée. Il est impossible, ou du moins très coûteux en temps, comme vous le savez, en énergie et en capitaux aussi, de vouloir investir l'ensemble des champs de recherche. Seuls quelques pays sont en mesure de le faire. Le Maroc peut et doit donc privilégier certains secteurs ou domaines où il possède un avantage comparativement aux autres. C'est l'objet de ce webinaire. Le Maroc est le pays d'Afrique, par exemple, qui dispose du plus long littoral, avec 3500 km. Peu de pays peuvent en dire autant. Il doit investir et peut s'investir dans la recherche océanographique, par exemple. Il est aussi un pays à vocation agricole. Et géographiquement, il bénéficie d'une proximité avec des pays à forte demande en produits agricoles. Ça va être Madame Youssi qui va être à la manœuvre. Enfin, en matière de recherche médicale, le Maroc dispose d'une infrastructure académique en développement croissant, toute chose étant perfectible par ailleurs, et gagnerait à s'engager plus et mieux qu'il ne le fait déjà en matière de recherche médicale. Alors, la problématique, c'est quoi? C'est les avantages comparatifs, quels sont-ils? C'est les pistes de prospection pour ces secteurs et comment les développer encore plus. Et le Maroc dispose donc d'une maîtrise dans le secteur primaire, comment la développer? Alors, juste avant de commencer, une présentation. Professeur Bedia Ali aussi, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Sidi Mohamed Abdallah Fas. Vous êtes spécialiste internationalement reconnu en apiculture, membre du conseil scientifique de la Société francophone d'apithérapie en France et aussi membre du conseil scientifique de la Fédération internationale d'apithérapie en Allemagne. Vous avez en votre actif plus de 160 publications scientifiques et des chapitres de livres dans le domaine des plantes médicinales, la gestion de plusieurs pathologies, etc. Et vous êtes directrice du laboratoire Substances naturelles, pharmacologie, environnement, modélisation, santé et qualité de vie, et j'en passe. Merci, professeur, d'être là. Bonjour et merci d'être là. Professeur Gabriel Malka, donc vous êtes le responsable du pôle santé à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Vous êtes médecin, on l'aura compris, spécialiste même en chirurgie plastique reconstructive. Vous avez été professeur associé à l'Université de Yale, directeur du pôle neurosciences, chirurgie réparatrice au CHU de Dijon. Vous avez été aussi directeur de recherche au laboratoire d'éthique médicale au CHU de Cochin. Et vous êtes, en plus, ça n'invente pas, diplômé de Sciences Po Paris, où vous avez obtenu un master en gestion des établissements de santé. On n'aurait pas vu ça au premier coup d'œil, un médecin qui fait Sciences Po, mais bon, s'il fallait le mentionner. Docteur Khalid Attaoui, vous êtes docteur en pharmacie industrielle et biomédicale. Vous êtes aussi pharmaco-clinicien. Vous êtes actif depuis plus de 20 ans, 22 ans pour être précis, dans l'industrie pharmaceutique et vous êtes spécialiste dans le développement pharmaceutique. Bonjour à vous tous et à vous trois et merci encore une fois. Alors, je voudrais donc, en premier chapitre, que nous discutions sur le principe même de l'avantage comparatif et donc concurrentiel en matière de recherche et développement. L'idée avancée par bien des universitaires est de cibler les créneaux au domaine où le Maroc peut exceller en se concentrant dessus, tant il est vrai que la RD, pour la RD que pour l'innovation, si elles sont coûteuses, elles sont également rémunératrices si on sait faire. C'est un aspect dont on ne parle pas beaucoup, on parlera de ça dans le 4e webinaire sur le financement. La recherche et le développement, quand elle est véritablement mise en pratique et déclinée commercialement, elle peut rapporter aussi de l'argent. Alors on commence par vous, professeur Biussi. Une question générique et générale, comment font les autres pays dans leur choix de domaine de recherche? D'abord, est-ce qu'il y a des domaines de recherche de compétition et comment font les autres avec l'expérience que vous avez? Vous avez 5 minutes et je vous préviendrai quand ça approchera. Donc, lorsqu'on cherche les pôles de compétences, donc on doit, c'est-à-dire se fixer des objectifs et être en liaison avec les priorités au niveau donc social et économique. Alors, c'est très important le choix de ces pôles de compétences. Il n'y a pas, c'est-à-dire les moyens financiers qui manquent, mais ce sont les stratégies, ce sont les projets phares, parce qu'on doit vraiment cibler les projets. On a une plateforme, par exemple, au niveau du Maroc. Il y a beaucoup de pôles de compétences. Par exemple, lorsqu'on parle au niveau du projet du Maroc vert, de l'agriculture, c'est vraiment, il est prometteur parce qu'il a donc fédéré plusieurs coopératives au niveau régional. Donc, si on prend les produits du terroir qui sont labellisés, on a plus de 60, c'est-à-dire produits qui sont labellisés avec une identification géographique protégée.
Donc là, si on opère par région, donc nous avons des potentialités extraordinaires au niveau de ces produits. Donc il y a les coopératives d'intérêt économique qui ont vraiment profité de ce budget et qui ont donc pu avoir c'est-à-dire au niveau de l'oléoculture, c'est-à-dire au niveau de la culture de l'olivier, si on parle de l'apiculture, parce que l'apiculture, sans les abeilles, on ne va pas avoir une alimentation, une sécurité alimentaire, on ne va pas avoir une autonomie au niveau donc de la gestion des ressources naturelles. Donc, on a aussi, par exemple, la pisciculture, l'oviculture. Donc, il y a plusieurs types c'est-à-dire de cultures qui sont vraiment naturelles et qu'il faut préserver. Alors là, lorsqu'on cherche ces thématiques, il faut vraiment bien cibler. Donc, lorsqu'on parle de la recherche appliquée, parce qu'au niveau des universités, on fait beaucoup de recherches. Donc, si on regarde les chercheurs, nous avons 35 000 chercheurs au niveau du Maroc, donc à peu près 1500 chercheurs par million d'habitants, c'est pas suffisant. Alors, lorsqu'on dit que… Doctorant ou chercheur, professeur Lucie? Les chercheurs qui font de la recherche scientifique, hein, de la recherche, 35 000, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup. Hein. On n'a pas beaucoup. Et le problème, c'est que tout le budget vient de l'État, c'est-à-dire que c'est un budget qui est public. Alors, comment on va faire cette passerelle entre l'industrie et entre la recherche fondamentale? Alors, c'est ça qui manque. C'est un écosystème, parce que lorsqu'on parle de l'agriculture, je vais parler de ça, lorsqu'on parle de l'apiculture, l'agriculture biologique, parce que c'est vraiment un domaine qui est vaste et qui est vraiment, qui donne beaucoup c'est-à-dire de revenus au niveau de la qualité de vie, au niveau financier, la permaculture, par exemple, lorsqu'on parle de l'agroécologie, l'agroforesterie. Donc, ce sont des domaines qui sont prometteurs, qui sont très ciblés et qui sont très importants. Donc là, lorsqu'on regarde cette recherche, donc nous, on n'est pas à la hauteur d'avoir cette recherche fondamentale ou bien appliquée qui va faire l'industrie. Donc, il faut construire un écosystème dans lequel il y aura des ingrédients, c'est-à-dire des chercheurs de qualité. Et lorsqu'on dit chercheurs de qualité, par exemple, moi, je suis donc, j'émane c'est-à-dire de l'agriculture au niveau de la région de Sfaron. Mon père, il était un agriculteur qui gérait plus de 2000 hectares. Hein. Et il était donc à l'âge de 25 ans, donc lorsqu'il y avait c'est-à-dire les techniciennes en Institut de technologie agricole qui se sont formés, on leur dit il faut les prendre pour les recruter. Alors mon père a dit qu'est-ce qu'ils vont nous donner qu'on va leur ajouter. C'est ça le problème, parce que nous on reste dans le laboratoire. Donc il faut sortir dans le terrain, faire des expérimentations, accompagner les paysans, parce que le paysan c'est un chef d'orchestre qui va quand même mener tout un équilibre entre la nature, entre la végétation, les plantes. Et moi donc lorsque je fais c'est-à-dire ces sorties, je suis imprégnée parce que j'ai dirigé une licence professionnelle d'apiculture, d'apithérapie, et maintenant on a c'est-à-dire des chercheurs qui ont des masters et qui ont pu avoir leur coopérative. Donc on a des produits avec une valeur ajoutée extraordinaire. Par exemple, si on prend le domaine de l'olivier, on va donc au niveau de la région Fès-Meknès, au niveau de Marrakech. Je vais vous donner l'exemple de Marrakech. Donc il y a une société qui s'appelle la société Olivien. C'est M. Aqlal, c'est-à-dire qui a organisé cette société à Casablanca. Il est extraordinaire. C'est un exemple entre la tradition et l'innovation. C'est-à-dire depuis 1887, ses ancêtres, ils ont fait donc l'olivier, ils ont eu c'est-à-dire les huileries pour l'extraction des huiles. Mais ce qui est extraordinaire, c'est maintenant, il a pu avoir ce produit du terroir qui est valorisé. C'est-à-dire, il arrive à vendre l'huile, alors cette huile d'olive, parce que tout le monde fait l'extraction de l'huile d'olive, mais c'est une huile d'olive qui est enrichie en antioxydants, en polyphénol, il fait des gélules, il a fait même des essais cliniques au niveau c'est-à-dire de la population pour avoir l'effet anti-inflammatoire de l'huile d'olive. Donc, il a des crèmes qui sont vraiment à base de l'huile d'olive. Donc là, il faut innover, c'est-à-dire il faut avoir la tradition, il faut maintenir la tradition parce que c'est très important, mais il faut ajouter les ingrédients, c'est-à-dire de modernité qui ne vont pas entraver l'environnement, donc l'écologie. Oui, donc, même si on va déborder une minute ou deux, je vais vous donner un exemple. Parce que quand vous parlez de l'olive, de l'olive, etc., il y a aussi un autre arbre dont on n'a pas le monopole, ou pratiquement l'arganier. Alors, l'arganier, quand on voit les cosmétiques, les grandes boîtes de cosmétiques, c'est beaucoup de produits cosmétiques avec l'arganier. Ce n'est pas finalement une richesse nationale qu'on est en train de donner aux autres. Par exemple, quand on parle d'avantages comparatifs, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose là-dessus? On peut faire, par exemple, oui, l'arganier, c'est extraordinaire aussi au niveau de l'arganier, mais il faut innover. Innover, il faut ajouter une valeur ajoutée. Par exemple, au niveau de l'arganier, qu'est-ce qu'il y a comme produit? Par exemple, si on prend les acides gras polyinsaturés qui peuvent lutter contre le vieillissement, par exemple, on peut faire des crèmes anti-âge, mais il faut que ça se fasse au niveau local. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les coopératives. Nous avons des paysans, nous avons des femmes qui sont très intelligentes, mais il faut les accompagner avec des recherches. On n'a pas besoin d'avoir un matériel sophistiqué, par exemple. Lorsque je parle, par exemple, donc là, l'huile d'argan, mais lorsqu'on parle, par exemple, de l'apiculture, par exemple, le miel, lorsque vous prenez le miel, on a les apiculteurs qui fabriquent du miel, mais le miel, il est adultéré.
Donc, il y a des résidus, il y a des problèmes, ils ajoutent du sucre. Donc, ils vendent du miel qui n'est pas de qualité. Donc, nous, on doit instaurer des guides vraiment pratiques, de bonnes pratiques qui sont standardisées pour avoir du miel. Par exemple, je donne l'exemple du miel de Zendez. Là, c'est une plante qui se trouve au niveau de ma région, de Boulmen. C'est un miel qui se vend à 150 dirhams le kilo. Et là, donc, moi, j'ai encadré 3 thèses au niveau de ce miel-là. Et maintenant, on a trouvé que le miel de Zendez, il est mieux que le miel de Manuka. C'est quoi le miel de Manuka? C'est un miel de Nouvelle-Zélande et qui est très riche en antioxydants, en défensine. Mais on a vu que les principes actifs de notre miel, ils sont plus riches que le miel de Manuka. Donc maintenant, avec les recherches que nous avons faites et avec l'invention d'une langue électronique pour voir l'origine florale du miel, on peut vendre ce miel jusqu'à 1000 dirhams par litre. Vous voyez? Alors, on y reviendra quand on parlera, quand on rentrera dans le détail. Professeur Malka, alors on a compris qu'on a des avantages comparatifs dans ce pays, mais on a compris aussi que bon, ben, il y a certaines défaillances au niveau de toute la politique de recherche, la politique de développement de ces cultures, enfin de ces produits sur lesquels on peut avoir un avantage. Est-ce que, toujours dans une discussion générale, est-ce que cet avantage comparatif peut être mutualisé quelque part entre États ou entre universités ou centres de recherche? Je m'explique, je reviens à l'exemple de l'arganie. Nous avons un arganier, nous avons la production de l'arganier, nous avons des laboratoires en France ou ailleurs qui font l'exploitation, qui font les études, qui font les analyses. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des choses ensemble dans un certain nombre de produits, que ce soit dans votre secteur ou dans les autres secteurs, agriculture ou autre? Est-ce qu'il ne peut y avoir une mutualisation entre États ou entre privés de l'effort de recherche? Ben, je crois que là, vous touchez du doigt le vrai problème du Maroc. Alors, je crois qu'à l'occasion de cette pandémie, on a vu que l'histoire montre que les systèmes ne peuvent connaître des réformes d'ampleur que dans des conjonctures sociales et politiques critiques. Or, nous y sommes. Et il faut profiter de cette situation pour revoir le problème. Alors, j'entendais parler, Madame, lui aussi, d'un certain nombre de sujets dont je voudrais parler. Elle a parlé de l'innovation. Alors, effectivement, l'innovation, c'est bien, mais ça ne se décrète pas. L'innovation, ça ne se planifie pas. Ça se constate. Est-ce que nous avons la force de constater qu'avons-nous fait au bout? Et avons-nous mis les éléments nécessaires? Deuxièmement, on parle du financement. On va en parler tout à l'heure. Les pays actuellement en tête de la recherche, comme Singapour, 70% de la recherche est financée par le capital risque. Or, au Maroc, le capital risque ne joue aucun rôle, pratiquement. Le Maroc, sur le plan médical, est devenu un exportateur. On exporte des médecins au Canada et en France. Donc, nous perdons beaucoup. Et c'est là où le rôle de la diaspora marocaine peut jouer un rôle efficace. Le Maroc, nous devons avoir des projets de recherche. D'abord, effectivement, comme a dit Madame Loussi, c'est mutualisons nos recherches, faisons des recherches transversales. Entre l'agriculture et la santé, il y a des tas de ponts qui peuvent se mettre en place et qui peuvent générer des projets de recherche très performants. Nous avons des forces au niveau du Maroc. Nous avons une histoire. Nous avons une approche, comme l'a dit Madame Loussi, nous devons avoir une approche stratégique. Avons-nous une stratégie? Non. Chacun travaille dans son coin, chacun envisage. Lorsque je regardais justement pour préparer cette émission, je feuilletais un peu les structures qui s'occupent de recherche au Maroc, eh bien, on a l'impression d'un millefeuille. Et tout le monde, alors on arrive à du saupoudrage de financement au lieu de concentrer sur des trucs. On a aussi une ouverture. L'autre avantage, c'est notre ouverture nord et sud. C'est l'avantage du Maroc. Les opportunités, ben, c'est qu'on a une opportunité avec ce que Sa Majesté le Roi a lancé, avec la régionalisation avancée. Nous pouvons gagner avec la régionalisation avancée. Mais on a des faiblesses et il faut les avouer. Avons-nous la culture de l'évaluation? Non. Avons-nous la culture du travail en équipe? Non. Les entreprises innovantes sont limitées. Les réactivités sont lentes lorsqu'on lance un projet. Les systèmes d'information sont peu performants. On a une productivité qui est peu efficiente. On doit revoir notre système d'enseignement. Il est totalement, il doit être revu de A à Z depuis l'école primaire jusqu'au niveau universitaire. Et on a une culture étriquée du risque. Alors, quand on met tout ça en balance, on voit que les avantages, que nous avons des atouts pour pouvoir avoir des avantages comparatifs importants par rapport à de nombreux pays, mais inversement, on ne se donne pas les moyens
de corriger nos faiblesses. Et nous devons aboutir à corriger nos faiblesses. C'est là le vrai travail de fond qu'on doit lancer. Bien, alors, je dirais, docteur Tawi, quand on parle d'avantages comparatifs, effectivement, il y a pas mal d'avantages, comme ont dit les deux précédents intervenants, mais il y a aussi un avantage géographique. Nous sommes, je vous apprends rien, en Afrique. Nous avons quand même un certain nombre d'industries qui sont à nous dans les pays du continent. Nous sommes dans le continent. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un avantage aussi là-dessus, vu qu'on a, même si dans le domaine de la recherche, on en parlait en off tout à l'heure avant l'émission, on va être le 5e ou le 6e en matière de recherche en Afrique. Est-ce qu'en matière pharmaceutique, par exemple, ou en matière industrielle, on pourrait se fonder sur cet avantage qu'on pourrait avoir? Je parle à l'industriel, pas à l'universitaire. Bien sûr. Merci beaucoup, Sia Aziz. Moi, je vais rebondir sur un point qu'a cité le professeur Malka pour étayer un petit peu mon point de vue. C'est celui de l'état d'urgence qui a fait bouger les choses, certaines choses plus vite. Et c'est une opportunité dont on doit profiter. Je vais y revenir après. Moi, je vais parler de mon expérience personnelle. J'ai commencé à travailler dans l'industrie pharmaceutique en Europe, dans une grande multinationale, et j'étais dans la recherche clinique, dans une pathologie très grave à l'époque, je parle des années 90, qui était le sida. Donc, c'était les premiers protocoles de trithérapie pour soigner les patients, parce qu'à l'époque, on était complètement dépourvus devant cette maladie, et on n'arrivait pas à en voir le bout. J'ai souhaité rentrer au Maroc. J'ai souhaité travailler au Maroc et faire profiter de mon expérience de mon pays. Et donc, je suis rentré dans cette même multinationale. J'ai demandé à avoir un poste au Maroc, mais on m'a dit, écoutez, désolé, mais au Maroc, il n'y a pas de recherche clinique, il n'y a pas même de cadre légal qui régisse la recherche clinique. Donc, oublie, essaie de faire autre chose. Heureusement, de par mon doctorat et ma formation, je pouvais faire d'autres choses, donc en rapport avec l'industrie pharmaceutique, qui vont de l'industriel à autre chose, enfin bref. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, et j'étais vraiment triste de voir qu'un pays comme le Maroc, à l'époque, n'avait même pas de loi qui régissait la recherche clinique et la protection des patients qui se prêtent à la recherche clinique. Parce que c'est le b.a.-ba. Aucun promoteur, aucun chercheur ne va s'aventurer à faire de la recherche s'il n'a pas un cadre légal qui va cadrer ses marges de manœuvre. Il a fallu attendre 2015 pour avoir la loi, je crois, 28-13, je crois, c'est ça, sur la recherche clinique. Malheureusement, cette loi, aujourd'hui, on est en 2020, il y a une dizaine de décrets d'application qui attendent d'être publiés. Ça, on a attendu plus de 25-30 ans, même plus, pour avoir cette loi, et finalement, on attend 5 ans encore pour les décrets qui vont peut-être venir, peut-être pas tous. Je vais donner un autre exemple qui est positif et qui est en rapport avec ce que nous avons dit, c'est les contrats de partenariat public-privé. La loi a été publiée en janvier 2015. Tenez-vous bien, en juin 2015, les décrets d'application étaient déjà publiés. En 2017, le ministère des Finances avait déjà publié un guide aux entreprises pour pouvoir mettre en place et implémenter cette façon de travailler qui était le partenariat public-privé, qui est fondamental pour la recherche parce que ce sont deux structures complètement complémentaires et indispensables pour avancer dans la recherche. On ne peut pas faire de la recherche aujourd'hui si on n'est pas arrimé au public, à des universités, à des structures qui ont le temps pour pouvoir faire de la vraie recherche et du développement. Donc, si on a pu légiférer aussi vite sur les partenariats publics-privés, si on a pu, là je vais citer le Covid-19, légiférer aussi vite au début de la crise pour sortir des décrets, pour réguler et structurer et combattre la menace du Covid-19, c'est qu'on peut le faire aussi pour la recherche médicale et la recherche clinique en particulier. Mais pour ce faire, il faudrait qu'on considère qu'il y a urgence, parce qu'on sait légiférer dans l'urgence.
Donc, il faut qu'on considère qu'il y a urgence. À ce moment-là, je pense qu'on va légiférer très vite, on va structurer très vite pour avoir ce socle nécessaire à la recherche et au développement. Et ça passera obligatoirement par des clusters et des écosystèmes. Et là, je vais finir par donner un exemple concret. Quand on parle d'écosystème, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire que vous pouvez donner des incentives ou pousser à ce qu'il y ait des écosystèmes, mais finalement, si vous n'obligez pas, si vous ne mettez pas des leviers forts, le secteur privé et public à travailler ensemble, ça ne se fera jamais. Je vous donne un exemple concret. L'industrie pharmaceutique a bénéficié depuis 2016 jusqu'à 2020. Il y a un plan de croissance qu'on appelle les écosystèmes pharmaceutiques et qui, bien sûr, se veut être une occasion pour que les industriels travaillent avec les universités, etc., sur la recherche clinique, la recherche fondamentale, la biotechnologie, etc., etc. Mais à aucun moment dans ce contrat des écosystèmes, il y a obligation pour le porteur de projet à adjoindre à son projet un contrat de collaboration avec des universités ou avec des centres de recherche publics. Donc, il y a des petites choses à ajouter. Nous y sommes presque, mais il faut juste qu'on décide ou qu'on prenne la décision de dire est-ce qu'il y a urgence ou pas. Si on considère qu'il n'y a pas urgence, ben on est parti comme ça pour encore quelques années. Pardon, excusez-moi. Cela étant, j'ai un petit reproche à vous faire à tous les trois. Parce que quand j'entends ce que vous dites sur la loi qui a été promulguée, qui a été adoptée en 2015 sur la recherche clinique, vous avez dit, oui. Et dont les décrets d'application ne sont toujours pas sortis. Par contre, la loi qui est sortie 2 ans après, elle a été renforcée par ce décret d'application dans les mois, dans les semaines qui ont suivi. C'est parce que l'État, dans le partenariat public-privé, dans le PPP, a un intérêt clair. Est-ce que pour les autres domaines de recherche, est-ce que vous avez fait le lobbying qu'il faut? Parce qu'il faut aussi convaincre les politiques. Les politiques fonctionnent à leur intérêt. Pas d'intérêt, pas d'action, comme on dit trivialement. Si vous faites votre boulot en tant que chercheur, en tant que scientifique, que vous pesiez, je pense que ça peut faire quelque chose. Non? Si vous permettez, je vais donner un exemple concret de projet PPP en rapport avec la santé des citoyens, et en rapport avec l'industrie pharmaceutique aussi, et en rapport avec le ministère de la Santé aussi. C'est le projet de partenariat public-privé dans le domaine des vaccins. Ça fait maintenant 2 ans qu'on en parle. L'Institut Pasteur devait et doit être normalement le chef d'orchestre. Il y a eu plusieurs réunions dans ce but. Et ces réunions avaient comme objectif d'éclairer les parties prenantes, qui sont les industriels du médicament, des partenaires étrangers qui vont faire bénéficier nos sociétés locales de tech transfert de technologie, et puis l'Institut Pasteur, qui est la partie, on va dire, qui gère les vaccins pour le compte du gouvernement et du ministère de la Santé, puisque c'est elle qui fait la planification et la distribution de la plupart des vaccins qui sont dans la liste des vaccins, pas obligatoires, mais presque. Bah, écoutez, ça fait 2 ans. Il y a eu plusieurs réunions, mais concrètement, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. On attend, par exemple, qu'il y ait le fameux appel d'offres clair, précis, qui définit les modalités pour démarrer ce projet de partenariat public-privé. Avec ça, il y a d'autres exemples, petits, peut-être pas aussi significatifs, pas aussi lourds, mais qui se font, qui sont en train d'être faits. Mais il faut qu'il y ait quand même quelques accompagnements de la part des autorités de tutelle. Je vous donne un exemple. En Europe, vous faites de la recherche, vous avez un crédit impôt, par exemple. Ça vous pousse à, au lieu d'investir dans de la rente, dans de la vente, d'investir aussi dans de la recherche et investir un peu plus parce que vous allez avoir un crédit impôt qui va être significatif sur la santé financière de votre société. Très bien, merci. Donc, on va passer à la deuxième thématique. Donc là, on va parler d'une manière un peu plus générale.
Professeur Lucie, vous l'avez dit dans votre intervention, je voudrais le redire. Quand on était en train de préparer notre émission, vous avez dit une phrase qui a marqué le non-chercheur que je suis ou le chercheur que je ne suis pas, et qui est: la recherche doit d'abord et avant tout servir à améliorer la qualité de vie des populations. Ça, on oublie quelque part ça. Or, vous êtes aux premières loges avec l'agriculture, et vous êtes dans l'agriculture du terroir, vous êtes sur le terrain. Alors, quels sont, encore une fois, vous avez été pas très précis tout à l'heure, enfin vous avez survolé un peu ça, quels sont, vous avez parlé de l'apiculture, vous avez parlé d'un tas de choses, quelles sont les choses sur lesquelles on devrait véritablement, on ne peut pas tout faire en agriculture, et c'est énorme, quelles sont les choses sur lesquelles on a un avantage clair, sur lesquelles on peut travailler et sur lesquelles on peut lever des fonds, en capital risque ou pas en capital risque? Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai, avec ce laps de temps, on ne peut pas tout développer, mais c'est intéressant parce que, donc moi, je suis professeur de physiologie, hein, pharmacologie, hein, donc c'est extraordinaire. Il faut changer de perspective, c'est Aziz. Oui. Des fois, il faut changer de perspective. On ne peut pas rester, par exemple, on va enseigner la physiologie, c'est la physiologie. Donc, il faut chercher, par exemple, j'ai créé une licence professionnelle d'apithérapie et de développement durable. Donc, il y avait des étudiants, c'est-à-dire il y avait des techniciens qui sont venus pour faire cette licence, mais à la fin, ils préparent des produits cosmétiques, c'est-à-dire ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait des innovations. Par exemple, moi, maintenant, j'ai quelqu'un qui a fait une licence en physique et qui a suivi le master sciences biologiques et santé, et maintenant qui fait un doctorat sur le venin d'abeille. Alors maintenant, c'est un problème. Lorsqu'on fait l'acupuncture, lorsqu'on se pique avec les, Inch'Allah, vous allez venir au congrès, vous allez voir, avec c'est-à-dire le venin d'abeille, l'abeille, il meurt. Donc, on ne va pas préserver l'environnement. C'est un problème. Donc, il faut faire des conceptions. Donc, on a fait une innovation, c'est-à-dire conception d'un matériel avec un choc électrique pour récolter le venin d'abeille sans tuer les abeilles. C'est extraordinaire. Et là, donc, il y a des choses qui se font, c'est-à-dire il faut donner aux chercheurs, aux étudiants. Pourquoi nos chercheurs, lorsqu'on les envoie à l'étranger, ils brillent, ils ont des projets et ils restent là-bas? Pourquoi? Il faut se poser cette question. C'est-à-dire, on envoie des étudiants qui ne sont pas très, c'est-à-dire d'un grand calibre, mais lorsqu'ils sont là-bas, c'est extraordinaire. Je donne un autre exemple. C'est-à-dire, au niveau, j'avais donc été coordinatrice d'un projet avec 25 pays européens, donc les pays scandinaves, il y avait donc tout. Hein. Et le projet, c'était quoi? C'était un projet sur l'impact de la pollution sur la santé des populations vulnérables. Alors, chaque 6 mois, il y a toujours une réunion dans la Commission européenne pour voir est-ce qu'on a très bien travaillé. Par exemple, il y a un questionnaire qui est distribué à 25 pays. Alors, le questionnaire est en anglais. On nous a demandé la traduction en arabe. Alors, par exemple, moi, dans les zones berbères, donc il faut la traduction en arabe et même ça, on envoie, c'est-à-dire ce questionnaire au responsable pour voir est-ce que les questions sont bien menées. C'est très, très important. Par exemple, moi, je dis donc fumer une cigarette 3 fois par jour ou bien une école qui est à proximité d'un trafic routier de combien? Je dis ce sont des questions qui sont bêtes, hein, alors que c'est très important. C'est-à-dire, nous, on prend à la légère la recherche parce qu'on ne cible pas les choses. Donc, lorsqu'on a fait ça, on nous a demandé de prélever des enfants du monde rural, urbain et industriel qui sont de 5 ans jusqu'à 8 ans. Prélever du sang et faire des analyses, des marqueurs rénaux, faire des analyses des métaux lourds comme le plomb, le cadmium, le mercure. Alors, nous, on était les premiers à faire ça. Alors, je leur ai montré dans la Commission européenne les tentes berbères dans le Moyen Atlas avec la neige. Et il y avait donc, on a le comité d'éthique qui nous a permis de faire les prélèvements. Et nous avons fait les prélèvements dans les normes. Donc, il y a des pays qui n'ont pas pu avoir ce comité d'éthique pour prélever les enfants. Et nous, on a eu des résultats de valorisation de cette recherche qui était extraordinaire. Donc, on a eu des budgets de 300 millions, 300 millions. Mais le problème, c'est la gestion de 100 millions de quoi? De dirhams. De dirhams. Le problème, c'est que, par exemple, un chercheur, on doit le payer avec 2 000 euros par mois. Mais nous, on ne peut pas faire ça. On doit le payer 300 dirhams, 3 000 dirhams par mois. Ce n'est pas possible, vous voyez. Donc, il faut qu'il y ait une flexibilité dans la gestion des projets, par exemple. Donc, lorsqu'on fait des projets comme ça colossaux, avec un consortium, et c'est ça que je demande, il faut faire un consortium de chercheurs qui sont vraiment, il faut les suivre, il faut les pénaliser. Hein. Par exemple, quelqu'un qui va prendre un projet, je ne sais pas moi, donc c'est du contribuable. Donc, il va dire que je vais faire ça, je vais faire ça. Il faut voir les livrables et ce qu'ils sont faits dans le temps et comment on peut pérenniser cette recherche parce que c'est grave. Vous avez parlé de l'huile d'argan, on ne va pas faire l'huile d'argan, donc il faut standardiser chaque année, ils vont faire des prélèvements, voir est-ce que la teneur en polyphénol diminue, est-ce que les changements climatiques interviennent c'est-à-dire dans ce manque, donc il faut faire des choses importantes. Donc moi, je me suis convertie à ceci, je dis les plantes médicinales, donc j'ai travaillé pendant 30 ans.
les plantes médicinales aromatiques. Donc, il y avait plusieurs thèses, au moins 40 thèses, c'était très bien. Les molécules actives dans le système cardiovasculaire, on a déposé des brevets, c'était excellent. Mais j'ai vu, comme l'a dit monsieur Gabi, tout le monde travaille dans toutes choses. C'est-à-dire qu'il y a une dilution des compétences. Au niveau du Maroc, il y a une dilution des compétences. C'est-à-dire qu'il faut quand même, chaque personne, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire chaque personne, il doit se montrer. C'est pas tout le monde qui fait les plantes, c'est pas tout le monde qui fait la phytochimie. Il faut bien cibler le domaine et voir l'expertise parce qu'il faut valoriser les gens. Il faut donner, comme on dit, à César ce qui est à César. Donc là, je me suis convertie vers l'apithérapie. J'étais dans le domaine international et c'est extraordinaire parce que maintenant, on arrive à valoriser. C'est pas, par exemple, le miel, on le consomme dans l'alimentation, mais maintenant, on peut utiliser le miel dans la cicatrisation des plaies. On peut faire des pansements. Est-ce qu'il y a des brevets qui sont déposés et des applications commerciales qui sont faites? Et avant de répondre à la question, est-ce que le ministère ou l'INRA ou le privé ou les capital risqueurs, est-ce qu'ils vous ont suivi? C'est intéressant ce que vous dites, c'est très intéressant. Oui, bon. Est-ce que vous avez levé des fonds pour ça? Alors, donc là, au niveau des fonds, donc j'ai eu des projets sur les plantes médicinales et aromatiques. J'ai déposé un projet de la région dans lequel il y avait le cannabis, il y avait un grand projet de 700 pages, mais il n'y avait pas, c'est-à-dire des retombées sur ça, parce que il y a la politique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en interaction. Donc, il faut quand même, comme je dis, chaque région doit avoir des priorités au niveau des axes de recherche. Par exemple, moi, je n'ai pas l'arganier dans ma région, je ne vais pas travailler sur l'arganier. Par exemple, moi, je vais travailler sur l'apithérapie, je vais travailler sur le pollen frais, et maintenant, on prend la propolis. Maintenant, moi, on a un brevet sur la propolis, et la propolis de notre région, il est mieux que la propolis de Forbes, parce que lorsqu'on dit le miel de Forbes, c'est le meilleur. Donc, on a analysé la propolis et on a trouvé que la propolis d'Otat el-Hajj, c'est la meilleure, comme je dis, et il y a des molécules actives qui ont un effet antiviral. Et on a même publié des publications à ce niveau-là. Et maintenant, on a un conseil scientifique sur le Covid. Mais il faut définir la tâche de chacun. Par exemple, Madame Liossi, il va travailler sur le venin. Monsieur Gabi, il va travailler sur la population vulnérable pour voir l'application clinique. Il faut définir et il faut suivre les gens. Il faut que le projet soit périn. Parce que ce n'est pas possible. L'État, il faut donner du contribuable. Le projet se termine, ça y est, tout le monde part. Ce n'est pas possible. Il faut laisser les ingrédients du projet. Il faut une continuité. Par exemple, lorsqu'on parle de la propolis, maintenant, depuis 2010, que je fais l'apithérapie et l'apiculture, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de programmes. Par exemple, la propolis, lorsqu'on prend la ruche, on prend les cadres, les apiculteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils grattent. Ils grattent, et c'est de la propolis, c'est pas à usage médical. Alors nous, fait des formations avec M. Percy Ducher de Paris, de Toulouse, qui était né à Fès, et son père était un apiculteur qui travaillait avec Mohamed Khamis, et il a vraiment, c'est un ingénieur et qui a fait des formations pour nos apiculteurs gratuitement. Il vient chez moi parce qu'il dit il faut que je donne quelque chose pour le Maroc. Alors il a implanté des grilles. On a montré aux apiculteurs comment récolter de la propolis à usage médical. Et maintenant, ils arrivent à vendre leur propolis à 1 000 € le kilo. C'est extraordinaire, vous voyez. Donc, il faut valoriser économiquement, améliorer la qualité de vie. Et ces gens qui sont dans le monde rural sont très intelligents. Il ne faut pas les ignorer. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des politiciens et on fait des projets, il faut descendre il faut venir chez ces gens-là. Et moi, par exemple, lorsqu'on fait c'est-à-dire la récolte de l'huile d'olive, moi, je fais des analyses sur mon compte, toutes les analyses, les polyphénols, et je fais une conférence en arabe pour toute la communauté au niveau de la région. Et je donne un prix pour les gens qui ont une huile qui est extra vierge. Et ça fait plaisir. Hein. Par exemple, lorsqu'on dit le miel, parce que moi j'ai donné des conférences au niveau de l'ONSA avec Madame le Corler Hama, c'était donc une femme qui travaillait sur la sécurité sanitaire des aliments. Et lorsque j'ai parlé de l'assurance qualité du miel, ils étaient étonnés parce que j'ai donné des choses standards. Parce qu'il faut pas, lorsqu'on fait de la recherche, il ne faut pas commencer par, il faut avoir un spectrométrie de masse, il faut avoir une HPLC performante. Non, il faut commencer par. Madame Lucie, donc on va rester là sur l'agriculture, on va passer maintenant à la médecine. Ce que vous avez dit est très intéressant. Donc je vais passer à une petite transition. Vous avez utilisé le mot apithérapie, si je me souviens bien. Donc, api, c'est des abeilles, thérapie, c'est Gabi Malka. Professeur Gabi Malka. Ah oui, vous êtes médecin. C'est vrai, on peut collaborer. Vous faites l'occasion de collaborer avec M. Gabi. Pourquoi? Dans la région. Alors, vous êtes responsable du pôle santé UM6P, Université Mohamed VI Polytechnique. Je crois savoir que vous avez quand même de bons laboratoires, que vous avez de bons centres, que vous avez de grandes ambitions. Parlez-nous un peu de ça, comment ça se passe chez vous, et quel est l'avantage que nous avons là-dessus et que peut-on en tirer au niveau marocain, au niveau national? Alors, je crois que l'Université Mohamed VI Polytechnique a une spécificité, c'est d'abord d'innover. Innover dans quel sens? Innover dans la recherche, c'est-à-dire que la recherche
il y a de la recherche fondamentale, mais nous envisageons surtout des recherches appliquées. Il faut que ça produise. Deuxièmement, nous voulons développer un enseignement adossé à la recherche. Il n'y a pas de recherche, comme je dis, moi, les professeurs Nimbus, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de gens comme Madame Lucy qui ont des projets de recherche dont l'application est immédiate et pouvoir être mise en application. Alors, le quadrilatère du succès, c'est quoi? C'est un écosystème. Tout à l'heure, Khalid Attaoui en a parlé. Il faut créer l'écosystème. C'est ce que l'UM6P est en train de faire, de créer un écosystème global. Il faut une demande, elle existe. Il faut des financements. On en a parlé avec les problèmes du peu de financement public et du peu de financement privé. Donc, il faut trouver les moyens de trouver. Et puis, il faut, comme a dit Madame Lucy, les compétences. Voilà le véritable quadrilatère. Alors, les compétences, ça demande quoi? Il faut déjà valoriser le statut de chercheur. Si vous ne valorisez pas un chercheur, pourquoi voulez-vous qu'un jeune qui va démarrer dans une carrière va vouloir s'orienter, même s'il est très bon, vers la recherche, quand il sait qu'il ne gagnera pas sa vie au niveau où il peut prétendre avec un bac +8 ou +10. Donc, valorisation d'abord de la profession de chercheur. Deuxièmement, l'écosystème. L'écosystème, il faut le voir aussi ouvert sur le privé. Et là, je suis très content d'avoir Khalid en face de moi pour dire que nous sommes en train d'envisager une expérience innovante. C'est le mariage de l'UM6P avec l'industrie pharmaceutique pour élaborer des projets de recherche ensemble. Voilà un meilleur exemple qui peut donner et qui va donner des résultats. Parce que là, on va avoir la synergie entre les deux. Et ça s'est fait d'une manière très rapide. Khalid, bon, comme on en a parlé, à l'occasion du Covid-19, tout ça s'est accéléré. Et malgré nos visioconférences, nous avons réussi quand même à monter le système. Ouais. Je donne un autre exemple. Nous créons un laboratoire au niveau de notre université pour la santé, pour les aliments, pour l'alimentation. Ça s'est fait avec des gens du privé. Je n'ai pas été chercher. D'abord, je ne vais pas recommencer et redécouvrir l'Amérique. Il faut profiter de l'expérience de certaines personnes du privé pour venir impacter notre recherche. Et comme je dis à M. Attaoui, je lui dis, nous devons devenir la R&D de l'industrie. Le jour où nous deviendrons le R&D de l'industrie, le Maroc aura gagné. Et c'est là où on peut voir cette synergie entre l'université et le privé. Alors, je dirais que tout à l'heure, Aziz, tu as parlé de la santé en général en disant maintenant, c'est la santé en général. Je dis oui. Il faut partir d'un constat. Il faut changer la santé business en santé publique. Ça, c'est mon maître mot. Pourquoi? Parce que même en Europe, ça s'est passé. On a soigné des indications, on n'a pas soigné des personnes. Moi, j'ai travaillé dans un CHU, on était à la performance. Ah, mais moi, j'ai opéré tant de malades, moi, je t'ai battu, tu m'as battu. Il faut élaborer des politiques pour améliorer la pertinence des actes. Il faut régionaliser la santé. Ce n'est pas le ministère qui réglera le problème. Même M. Macron, dans son dernier discours, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « les collectivités territoriales ont réussi mieux que nous, l'État ». Donc, ça prouve bien que si on régionalise, et c'est la politique qu'a préconisé Sa Majesté le Roi, en disant « faisons de la régionalisation avancée ». Il faut faire passer le système qui est centré sur la maladie à un système de santé centré sur la personne. Ce qui inclut quoi? La prévention individuelle et collective. Donc, quand on voit un peu tout ça, on voit que cette pandémie nous a amené à revoir un peu nos paradigmes et de revoir un peu l'approche médicale et l'approche de la santé. On ne soigne pas des maladies, on soigne des personnes. Et ce que je regrette encore, et je le dis officiellement, j'en ai marre de voir que nous sélectionnons les étudiants en médecine avec des épreuves de maths et de physique, et pas sur la philosophie et des humanités. Le jour où on sélectionnera les étudiants en médecine sur la philosophie, la culture générale et les humanités, on aura de bons médecins. Ça ne veut pas dire que parce qu'on... La question que j'allais vous poser, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire rater des vocations de médecins à des gens qui ne sont pas bons en maths, qui ne sont pas bons en physique, alors qu'ils peuvent avoir la vocation véritable d'un grand médecin ou d'un grand chercheur en médecine?
Absolument. Et moi, je suis d'avis, et même dans la réforme que nous avons, puisque l'UM6P va créer une unité de formation et de recherche des sciences médicales, il va y avoir la possibilité de rentrer par un concours, mais de rentrer aussi par des filières littéraires. Donc, on va innover dans ce domaine-là, c'est permettre à des gens qui sortent de filières littéraires de devenir médecins, et ça peut devenir de très bons médecins. Les anciens médecins, l'ancienne génération, tous les médecins venaient de philo, de la série philo. Je sais. Et pas des séries scientifiques. Je sais. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà un peu les actes d'attaque. Si on va améliorer la recherche, et notamment la recherche médicale, c'est ça passe par le mariage avec l'industrie, ça c'est incontestable. Deux, valoriser la profession. Excusez-moi, moi, quand je vois qu'un médecin de santé publique, après bac plus 7 ou 8, on lui propose 8 000 dirhams par mois, je dis, c'est normal que ça ne marche pas. On ne peut pas laisser, alors qu'en face, ils vont un gars installé en face de lui, qui a fait ses études avec lui et qui gagne 20 fois plus que lui. Donc après, on se plaint que nos hôpitaux ne marchent pas. Donc il y a quand même toute une prise de conscience à avoir dans ce domaine de la recherche, et on ne peut pas réduire l'hôpital public à une chaîne de production. C'est ça le vrai problème. Hein, ce n'est pas une plateforme d'aéroport, l'hôpital. C'est un endroit très spécifique. Et l'hôpital public de demain, sûrement, va devenir un hôpital hautement technologique. Mais il devra garder sa place de recours médical et social. Maintenir, moi je dis, sa fonction d'hospitalité et permettre, il faut qu'il garde sa fonction d'hospitalité, mais permettre en même temps l'innovation scientifique. Le choix est clair, comme je vous l'ai dit, la politique de santé, c'est la santé publique et pas la santé business. Je retiendrai cette phrase qui est excellente. Quand vous parlez des médecins et des jeunes et de la formation, je me rappelle une phrase de Hassan II qui m'est revenue, enfin une réponse à une interview. C'était à l'époque, fin années 70, début années 80. Le Maroc avait perdu dans la guerre à l'époque un Mirage, enfin un avion de chasse. Et un journaliste français lui avait posé la question, qu'est-ce que ça fait de perdre un avion à 100 millions de dollars? La réponse était magnifique. Le problème n'est pas les 100 millions de dollars. Le problème, c'est un jeune scientifique de pointe qui accepte de servir sous les drapeaux plutôt que d'aller gagner de l'argent dans le privé. Ça, je trouvais que la formule était très belle. Donc, finalement, quand vous parlez de médecins qui gagnent 8 000 dirhams à 10 000 dirhams, alors qu'ils sont. On détruit des vocations et on détruit des carrières. Alors, passer au docteur Attaou, je voudrais vous poser une question précise parce que, encore une fois, en préparant l'émission, on a parlé d'un certain nombre de projets, de produits, de choses qui sont en train de faire sur le kiff, le cannabis. Le cannabis, on sait qu'il est en train d'être dépénalisé un peu partout, que les Canadiens, que les Américains, mais les Canadiens surtout, ont engrangé énormément d'argent avec les usages industriels et thérapeutiques. Donc, que peut rapporter cette plante finalement au Maroc, cette plante, le nord du Maroc entièrement et avec ça, alors sachant que pour lever tout équivoque, sachant que nous parlons de dépénalisation de la culture et avec le maintien de l'interdiction d'usage récréatif, pour être clair. Mais une fois qu'on est d'accord là-dessus, comment ça se passe? Que peut engranger le Maroc de ça? Que peut-il gagner de ça d'un point de vue économique? Parce que d'un point de vue social, c'est très clair, ça fera travailler des centaines de milliers de personnes. Allez-y, docteur Attaoui. Très bien. Si vous permettez, je voudrais ajouter juste 2 points par rapport à ce qui a été dit par le professeur Malka à propos de la recherche dans la recherche médicale, dans l'industrie en général. J'aimerais juste partager avec les auditeurs deux constats qui sont vérifiables. Hein. Le premier, c'est que l'industrie pharmaceutique a abandonné ce modèle de recherche-développement ancien qui était d'avoir des gros départements avec des centaines de chercheurs, avec des gros budgets, des gros moyens, qui travaillaient dans le secret et qui pondaient des nouvelles molécules et qu'on testait chez le rat, le lapin, le chien et ensuite chez l'homme. Et après, on passait aux essais cliniques chez le malade. Ce modèle est quasiment fini. Pas quasiment, mais aujourd'hui, on remarque de plus en plus que les multinationales licencient quand elles licencient dans ces centres de recherche
et qu'elles alimentent leur croissance en nouveaux produits et en nouveaux projets en achetant des petites startups qui travaillent dans leur petit laboratoire à droite, à gauche. Ça peut être des startups publiques-privées, ça peut être des startups purement privées. En tout cas, bon, c'est une très bonne leçon pour le Maroc. Il faudrait qu'on regarde ça. Il n'a pas besoin d'être une grosse industrie, d'être une grosse machine pour faire de la recherche. Au contraire, il faudrait que chacun se spécialise et aille dans là où il peut avoir un avantage différentiel pour avancer plus vite. Et il faudrait juste qu'il y ait de la coordination pour ne pas aller dans tous les sens et ne pas avoir des redondances. Le deuxième point qui est très amusant, professeur Malka, qui était aussi à HU de Dijon, que j'ai fréquenté aussi en tant qu'étudiant en fac de médecine et pharmacie, il sait à quel point c'était difficile ces derniers temps de trouver des patients pour entrer dans les protocoles de recherche d'évaluation de l'efficacité thérapeutique des nouveaux médicaments. Je parle de protocoles d'évaluation de l'efficacité, c'est-à-dire les phases 3 surtout. Autant c'est facile de trouver des volontaires sains qui n'ont pas de maladie et qui viennent pour faire des essais de phase 1 ou des essais de bioéquivalence parce qu'on va juste leur administrer le produit, on va doser dans le sang et on va voir comment le produit se comporte dans le sang. Mais par contre, trouver des malades qui sont vierges de tout traitement dans les pays développés, ça devient une tâche très ardue, ce qui n'est pas le cas au Maroc. Au Maroc, nous avons beaucoup de patients, nous avons un terreau et nous avons la proximité avec l'Europe. Nous pouvons capter beaucoup d'essais cliniques parce que nos patients, nos malades en ont besoin parce que nous avons une couverture faible aujourd'hui et aussi parce que nous avons plus de probabilité de trouver des patients vierges de tout traitement parce que c'est une des conditions sine qua non pour prouver l'efficacité d'un nouveau traitement par rapport à un autre. Et là-dessus, je rebondis sur le deuxième point concernant le cannabis et les avantages que le Maroc peut avoir. Et de nouveau, je vais parler des écosystèmes. Je pense que le Maroc a un avantage géographique, certes, avec le cannabis et avec une des variétés traditionnelles du cannabis, mais je ne vais pas faire un exposé détaillé de ces avantages. Mais on sait aujourd'hui que ce n'est plus viable d'attendre un business model complet uniquement avec une production agricole du cannabis, de l'extraction et de la transformation. Parce qu'aujourd'hui, on est presque dépassé. Il y a déjà des molécules, des cannabinoïdes de synthèse chimique pure et que pour que ces écosystèmes-là puissent survivre, il faut qu'il y ait une volonté politique où, à ce moment-là, on pourrait avoir une triangulaire entre l'industrie transformatrice. Enfin, je vais commencer d'abord par le premier. Et le premier point, c'est d'abord le producteur, l'agriculteur, qui va en tirer un bénéfice et qui va faire élever ses enfants et éduquer ses enfants. Ensuite, il y a la transformation par l'industrie pharmaceutique et les autres industries parallèles qui peuvent aussi profiter de cette plante extraordinaire qu'est le cannabis. Et donc, ça ne peut se faire que s'il y a un écosystème protégé, voulu et alimenté par une volonté politique. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de spécialités sont autorisées dans le traitement des maladies comme l'épilepsie, la douleur, l'effet anti-nauséeux, anti-vomitif, donc chez les patients qui sont sous chimiothérapie, les patients qui sont cachéxiques, qui n'arrivent pas à manger quand ils sont traités pour leur maladie cancéreuse par de la chimiothérapie aussi, ils ont des bénéfices à consommer des produits dérivés du cannabis parce que ça améliore la Covid aussi, j'ai entendu dire qu'en Israël, je crois qu'ils soignaient des patients en fin de vie à coup de Parkinsoniens. Oui. Pardon? Les maladies de Parkinson. Maladie de Parkinson. Oui, les applications sont énormes. Mais il y a quand même un point positif pour le Maroc, c'est que récemment, on s'est rendu compte que l'extrait de plante était plus bénéfique et avait on va dire un rapport bénéfice-risque meilleur que les produits dérivés de la synthèse. Et ça, c'est un avantage pour le Maroc.
Pourquoi? Parce que l'avenir de la plante dépend de ça. Parce que si on switch, parce qu'on sait déjà fabriquer du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, cannabinol, tous les dérivés du cannabis, on sait les synthétiser déjà. Et depuis 85, il y a déjà des médicaments, 1985, autorisés aux États-Unis, en Europe et tout, mais à travers ce qu'on appelle des autorisations temporaires d'utilisation. C'est-à-dire que c'est cadré, c'est comme les dérivés de la morphine. Vous savez, l'opium était utilisé par Avicenne à l'époque pour faire des césariennes. Il administrait à ses patients un mélange d'opium et de vin pour pouvoir les soigner. Et après, on a identifié la morphine, qui est le principe actif, on l'a synthétisée. L'avantage de la morphine, c'est qu'elle est hydrosoluble, on a pu l'injecter. Et donc, du coup, aujourd'hui, la morphine, ça coûte 80 centimes de dirham une ampoule, enfin un dirham, l'ampoule, ça coûte rien. Donc, celui qui voudrait faire pousser de l'opium pour en extraire la morphine, bon, c'est complètement inimaginable. J'espère que ce ne sera pas le cas pour le cannabis. J'espère que le cannabis, avec ce qu'on a constaté récemment, il y a encore un avantage à pouvoir créer cet écosystème. Mais il ne peut pas se créer tout seul. Il faut qu'il soit artificiellement soutenu, le temps qu'il soit suffisamment fort et qu'il y ait des dérivés de la recherche et du développement de ces écosystèmes pour qu'ils puissent continuer sa route et sa vie. Je crois que l'OMS a pris une décision, avait demandé aux États de prendre une décision en novembre. Ça devait être fait pour mars, le passage du degré 1, du stade 1 au stade 4. Je crois que les pays du monde, tous les pays devaient se prononcer sur cette proposition, recommandation OMS. Il y a eu la Covid entre-temps, donc on attendra des jours meilleurs pour ça, mais on reviendra sur ce thème-là. On va essayer de tenir notre horaire de l'heure. Et donc, je pense que même avec 3, 4, 5 heures, on n'aura pas assez. Quand je vous vois parler passionnés les uns et les autres, je crois qu'on n'aura pas assez de 3 ou 4 heures. Donc, on va quand même arriver à une conclusion. Je voudrais on va faire un petit tour de table en commençant par le professeur aussi, sur une petite conclusion générale donc, sur les avantages, encore une fois, comparatifs du Maroc en matière de produits ou de domaine de recherche. 2 à 3 minutes chacun. Allez-y, professeur Lucie. Donc, il y a des acquis en matière de recherche au niveau du Maroc, mais il faut encore faire mieux. C'est-à-dire, comme l'a dit M. Gavi, donc il faut adapter la formation pour répondre aux besoins prioritaires du pays. Il faut c'est-à-dire que cette recherche et développement nous permet d'assurer l'innovation. Alors, lorsqu'on parle de l'agriculture biologique, donc là, c'est intéressant parce qu'il faut avoir la certification. Et comme l'a dit Khalid, ce serait intéressant pour le cannabis parce que moi, j'étais à Montréal l'année dernière au congrès d'Appui Mondial et j'ai visité, c'est-à-dire là, j'étais là où les gens, il y avait une grande queue pour s'apprévisionner du cannabis à visée thérapeutique. Alors là, lorsqu'on parle de la plante, c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est le principe de Paracelse, c'est pas la dose qui tue, c'est pas le poison qui tue, mais c'est la dose. Donc c'est intéressant parce que l'extrait de la plante, il maintient une certaine synergie entre les molécules toxiques et les molécules inertes. Donc on peut, lorsqu'on fait des décoctions, par exemple, au niveau par exemple, la fièvre typhoïde, si on prend Brenza, donc le quinopodium, il est excellent parce qu'il y a des plantes qui sont utilisées à usage traditionnel depuis 20 ans. Et lorsque les industries pharmaceutiques viennent, ils font leur enquête. Lorsqu'ils voient que l'usage traditionnel a été maintenu pendant 20 ans et qu'il n'y a pas de décès de cette population, donc ils peuvent choisir ces plantes. Ils peuvent donc, comme l'exemple de Madécassol de Roche, il provient d'une plante de Madagascar qui a été utilisée en médecine traditionnelle. Donc il faut, comme je dis, il faut préserver la tradition et il faut donc apporter de l'innovation à cette tradition-là, c'est important. Alors, lorsque je reviens au niveau des régions, il faut que chaque région doit se spécialiser dans son domaine, relevant de ses atouts. Par exemple, lorsqu'on parle de l'agriculture biologique, c'est intéressant. Par exemple, nous, on ne va pas faire de l'agriculture intense lorsqu'on voit la région de Sfron et on voit donc toutes les montagnes du Moyen Atlas, on voit des zones qui sont encore vierges. On ne va pas s'investiguer à mettre des pesticides chimiques. Donc, nous, on peut utiliser de l'agriculture biologique avec des biopesticides qui sont biodégradables et on peut œuvrer vers l'agroécologie, vers l'agroforesterie, comme Pierre Labhi l'a démontré dans son projet qui est énorme et c'est ça qui me passionne avec la permaculture parce que là, donc, on va avoir des consignes très importantes au niveau de la préservation, au niveau
de l'économie équitable, du développement durable, et aussi parce qu'on ne va pas miser sur les ressources humaines, on va miser sur la préservation des ressources naturelles. Et c'est ça qui est important. Avec les changements climatiques, la pollinisation, donc il faut préserver l'apiculture, parce que si on utilise les néonicotinoïdes, c'est-à-dire les pesticides qui détruisent les abeilles, on ne va plus avoir d'alimentation, on ne va plus avoir de survie sur Terre. Donc il faut quand même valoriser les compétences et œuvrer pour des projets qui sont novateurs, qui vont en mixion vers, c'est-à-dire la recherche appliquée avec le domaine industriel. Parce que c'est vrai, si l'industrie n'a pas une priorité de faire, c'est-à-dire ce projet-là, donc on ne va pas quand même l'obliger à travailler à ce niveau-là. Il faut aussi les impôts, donc il faut, c'est-à-dire épargner les sociétés de ces impôts pour les éjecter dans des projets de recherche qui sont novateurs et donc qui peuvent avoir une continuité. Parce que lorsqu'on parle d'un écosystème, c'est-à-dire au niveau de l'agriculture, on parle du sol, des plantes, de l'architecture et du paysage, parce que dans la Bible, dans les livres sacrés, il y a toujours les paradis splendides, alors pourquoi on ne va pas voir ça, ce paysage qui est très beau, et c'est-à-dire même au niveau du Covid, parce que lorsqu'on sort et on a cette oxygénation, on a cet écosystème, cette symbiose, c'est extraordinaire, avec une alimentation qui est biologique et qui est saine et qui est pérenne. Alors pourquoi nous on va chercher c'est-à-dire des produits avec des pesticides pour manger des pommes de terre qui sont vraiment aspect qui est très bien, alors qu'on peut avoir une dégustation extraordinaire avec des ingrédients naturels et des richesses extraordinaires. Merci, professeur. Aussi, j'adore votre lyrisme et votre passion quand vous parlez de votre domaine. Professeur Malka, un mot de conclusion. Conclusion déjà pour dire que je suis très fier et heureux de participer à l'histoire de l'UM6P, de l'Université Mohammed VI Polytechnique, car je pense que c'est une première pierre justement et une vision des gens qui l'ont soutenu, comme M. Moustapha Terrab, qui a cette vision prospective de créer une université de ce type-là, qui va être tournée vers l'Afrique. Et je dois dire que pour moi, le chantier majeur pour l'amélioration du potentiel d'innovation et de la recherche, c'est d'abord la formation et la qualification. En effet, si on veut faire du Maroc un hub de recherche et d'innovation, avec toute la dynamique industrielle qui peut l'accompagner, cela suppose une transition vers de nouvelles approches d'éducation et de formation en rupture avec celles qui ont prédominé jusqu'à présent. C'est-à-dire diplômes qui répondent aux besoins de l'économie nationale. Et là, je rejoins Madame Le aussi. Je fais partie du Conseil supérieur de l'Université de Fès et j'ai découvert que sur 100 000 étudiants, il y a presque 30 000 étudiants en droit. Avons-nous besoin d'autant de juristes? Je ne crois pas. Deuxièmement, il faut avoir un focus sur les disciplines prioritaires actuellement. Troisièmement, insister sur la qualité de formation. Quand nous formons nos professeurs, on leur demande de beaux diplômes, mais on ne les évalue jamais sur le plan de la pédagogie. Or, la pédagogie est essentielle. Alors, enfin, l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship qui doit être au centre du savoir-faire et du savoir-être. Ce sont ces trois volets qui décrivent l'attractivité, qui pourront montrer l'attractivité de notre système universitaire et le préparer surtout à l'internationalisation. Et je vous remercie pour votre contribution à tous. Merci, Gabi. Pour abonder dans votre sens, quand vous parlez de plusieurs dizaines de milliers, au Maroc, il y a plusieurs dizaines de milliers d'étudiants en droit. Et dans un précédent webinaire, quelqu'un avait dit qu'en maths, de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne, il n'y a pratiquement pas de production intellectuelle, de production de recherche en droit ou en économie. Donc, pour ça, il faudrait peut-être revoir les choses. Docteur Attaoui, le mot de la fin pour vous. Moi, je vais finir par une note très optimiste. Je suis vraiment heureux. Je suis retourné vivre et travailler au Maroc en 98, après avoir passé presque 14 ans en Europe. Et je suis vraiment très heureux et fier de voir naître au Maroc autant d'opportunités pour la nouvelle jeunesse. L'université de Benghazi en fait partie. J'ai visité, c'est impressionnant. Tous les Marocains connaissaient Benghazi pour ses grillades et cet arrêt obligatoire avant d'arriver à Marrakech. Et quand on
vois maintenant ce que c'est devenu, c'est impressionnant, tout simplement impressionnant. Les gens travaillent dans un état de sérénité et avec des moyens au top. J'étais avec des Espagnols, avec des étrangers, donc tout le monde était ébahi. Et il y a d'autres initiatives comme ça à travers le Maroc. Et c'est franchement de bon augure pour le futur. Maintenant, il faut just do it, comme disent les Anglais. Il faut qu'on avance. Et comme je disais en début de mon intervention, il faut juste qu'on prenne la décision et qu'on réponde à la question, y a-t-il urgence ou pas à s'occuper de la recherche médicale au Maroc? Si la réponse est oui, je sais qu'on saura trouver des solutions comme on a su en trouver pour le Covid-19 très très vite. Alors, je voudrais terminer, j'ai deux points à dire pour terminer rapidement. Un sérieux et un autre sur une touche de légèreté, une touche d'humour. On va commencer par le sérieux. Il y a 3 personnes dans ce webinaire, plus moi. 2 ont travaillé à l'extérieur et sont revenus au Maroc. Professeur Gabi Malka, pendant, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans. 40 ans. C'est Khaled Attaoui, professeur lui aussi. Vous aurez pu être à l'extérieur. Je crois qu'il y a donc des chances et il y a de bons espoirs pour que nos jeunes restent, pour que ceux qui partent peut-être reviennent, si on applique ce qui est dit par les experts, par les spécialistes. Et la petite touche d'humour, pour revenir sur la question de Belgrade, c'est Gabi, c'est qu'on se rappelle tous quand on partait, avant l'autoroute, quand on partait, qu'on traversait Belgrade, il y avait un panneau à l'entrée de Belgrade. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il y avait écrit dessus? En 3 langues. Belgrade, Medina Moustaqbal, Belgrade, City of the Future, Belgrade, ville de l'avenir. Et à chaque fois, on se disait, mais il est où l'avenir? Eh bien, finalement, elle est la ville de l'avenir dans ce pays. Je vous remercie tous les 3, encore une fois, pour votre contribution. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine réunion. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.